Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast littéraire préféré, les bouquins du Vincent. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième édition avec Romane. Salut Romane. Bonjour à tous, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va nickel. Alors aujourd'hui, on revient après 3 semaines d'absence pour faire notre deuxième chronique. On espère que la première vous a plu. On a vu qu'il y avait eu quand même pas mal de vues, petit buzz ridicule, mais 39 vues sur YouTube, c'est quand même une prouesse. Quelle brouesse. Donc on est archi contents. Donc écoute, qu'attendons-nous pour commencer? C'est parti. Alors, mon premier livre, moi, j'ai décidé de vous parler d'un bouquin qui est quand même méga connu. Je pense pas faire découvrir quoi que ce soit à personne. Ce serait très drôle que tout le monde derrière son écran se dise de quoi elle parle. Sait-on jamais, peut-être que quelqu'un n'en a pas entendu parler. Il s'agit du livre de Melissa d'Acosta qui s'appelle Tout le bleu du ciel, qui est paru à l'édition Livre de Poche. Le livre de poche, il est petit, mais c'est un pavé le truc, donc bon, tu peux pas trop le mettre dans ta poche. Hein. Bref. Je le vois actuellement, c'est un pavé. Énorme. Vous pouvez caler votre table avec si vous voulez, hein. Franchement très pratique. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 26 ans et qui est atteint d'une maladie précoce, un Alzheimer précoce. Alors je savais même pas personnellement qu'on pouvait être atteint d'Alzheimer à cet âge-là. Je sais pas si c'est possible ou si c'est juste l'autrice qui a décidé ça. T'as dit que c'était un enfant ? Non, il a 26 ans. 26 ans, 26 ans, ouais. Okay. Donc vraiment jeune homme, jeune adulte. Donc du coup frappé de plein fouet par la maladie alors qu'il était au tout début de sa vie active. Donc vraiment c'est très lourd puisque quand on est un lecteur qui est jeune, on s'identifie à lui. Moi, tout au long de l'histoire, je me suis dit, mais purée, moi, si ça m'arrive, mais qu'est-ce que je fais, en fait? C'est terrible. Enfin, 26 piges, ouais, totalement. T'étais super jeune. Donc, bref. L'histoire, c'est que donc Émile, il se nomme comme ça, apprend qu'il est atteint de l'Alzheimer précoce. Et en fait, sa famille et les médecins vont lui proposer de faire des essais cliniques, c'est-à-dire faire des tests médicamenteux pour savoir si l'Alzheimer précoce peut être soigné. Ils vont faire des tests pour le guérir. Sauf qu'en fait, lui, il refuse ça. Parce qu'il est là en mode, bon les gars, je vais bientôt mourir. J'ai clairement pas envie de passer les dernières années de ma vie dans un lit d'hôpital à ce qu'on me fasse, que je sois le cobaye comme un rat de laboratoire. C'est mort. Lui, il veut voyager. Il veut profiter coûte que coûte de ses dernières heures de vie. Et il veut faire le tour du monde. Sauf que ses parents, ils sont pas chauds parce que eux, ils veulent qu'il survive. Ils normal. veulent pas perdre l'enfant, quoi. C'est normal. Logique. Et ils ont un petit espoir quand même que les essais cliniques puissent fonctionner. Sauf que lui, en fait, il en a rien à foutre. Il sait très bien que ça ne marchera pas. Enfin, il y a très peu de chances quand on regarde les essais cliniques. T'as une chance sur je sais pas combien. Donc lui, il a pas envie de laisser passer les dernières années de sa vie. Donc, il va faire un projet dans le dos de sa famille, personne ne va être au courant. Il va publier une petite annonce sur internet où il va demander à un inconnu, parce qu'il ne veut pas que les gens qu'il connaisse soient au courant de ce projet, donc il demande à un inconnu si quelqu'un n'a pas envie par hasard de partir avec lui pour une durée indéterminée, parce que il sait pas quand est-ce qu'il va mourir en fait, donc ça peut prendre 1 an, 2 ans, 4 ans, et faire le tour du monde. C'est tout. C'est l'annonce vraiment la plus bizarre du Jamais web. de ma vie, je ne réponds à ce genre d'annonce, clairement. Très psychopathe vibes. Donc, du coup, lui-même, il se dit, putain, mais ça se trouve, personne ne va me répondre. Ou alors, au contraire, psychopathe. Il y a quelqu'un de psychopathe qui va me répondre en mode, oui, pas de souci, mon ami. Tu peux compter sur moi. Donc, du coup, il est un peu flippé. Il attend, pas trop de réponses. Et puis, un beau jour, une réponse. Alors, première chose qui est hyper bizarre, c'est une femme qui répond. Donc là, il est en mode, la meuf n'a pas peur. Oh mon Dieu, une femme. On rappelle le contexte. Un homme inconnu qui publie une petite annonce en mode qui veut partir avec moi en voyage pour durée indéterminée. Bon, quand t'es une femme, en général, tu te dis ça pue. Genre, je ne vais pas faire ça. Non, tu n'y vas pas. Clairement. Voilà. Et elle se dit bah ouais, allez, go, chaud, ok. Donc du coup, il est un petit peu surpris parce que pour la part d'une femme, il est surpris. Il s'attendait à avoir un homme en fait, donc première surprise. Et puis, elle est chaud tout de suite, quoi.
Alors vraiment, allez, bah ok, on se rejoint quand? Dans une semaine, vraiment, pas de souci. Je t'explique, mes sacs sont à côté de moi, Voilà, ils sont tout prêts. Hein. tout est prêt. Donc du coup, bah, il est là en mode, bah vas-y, pas de souci. Donc en plus, elle habite genre à 800 km de chez lui. Enfin, la go est motivée, hein, t'es là, elle ne le connaît pas. Trop bizarre. Donc bon, ils se rejoignent et on découvre une femme très discrète. Donc ça fait un peu bizarre parce que lui, il s'attendait à une femme assez grande gueule, tu vois, en mode ah ouais, elle a pas peur de partir avec un inconnu, et il se retrouve face à une brindille toute mince, toute blanche, toute timide, qui parle pas. Ok. Donc du coup, il est là en mode mais qu'est-ce que c'est que ce petit bout de femme là? Qu'est-ce qu'elle fout là quoi? En fait, il comprend pas qu'est-ce qui l'a amenée ici, parce que quand même tout lâcher du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'elle a pas de taf, ça veut dire qu'elle a pas d'attache familiale, tu vois. Donc trop bizarre. Donc bref, ils partent ensemble. Après, de toute façon, c'est ce qu'ils voulaient. C'était avoir un inconnu, donc ils la connaissent pas. Ils ont pas besoin de se raconter leur life. C'est juste pour avoir quelqu'un avec qui parler, quoi. Ils partent en camping-car et puis le voyage commence. Et donc au début de l'histoire, bon bah ils apprennent un peu. Forcément, ils se parlent. Hein, ils vont pas s'ignorer. Mais bon, le feeling, c'est pas trop ça, quoi. C'est un peu froid. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, forcément, ils vont apprendre à se connaître. Quand tu passes 24 heures sur 24 avec une personne, tu commences un petit peu à lier des liens. Enfin, c'est normal. Je ne vous dirai pas comment les liens se profilent. Est-ce qu'ils vont finir par se détester? Est-ce qu'au contraire, ils vont devenir meilleurs potes? Vous verrez. Euh, donc ça, en gros, ce livre, j'ai vraiment adoré ce livre parce que du coup, comment on peut dire ça? En fait, l'autrice, moi, elle m'a étonnée à chaque moment du livre. C'est-à-dire que c'était pas du tout prévisible. Genre, quelle horreur, les livres qui sont méga prévisibles. Enfin, t'as aucun plaisir, en fait. C'est ça, clairement. Aucun intérêt. Le suspense, c'est quand même le petit truc C'est qui ça, ce qui te tient en change tout, haleine. quoi. C'est ce qui te donne envie d'aller au bout du livre. Surtout que, bon, bah voilà, le livre, il fait un petit peu 830 pages. Donc, si t'es pas tenu en haleine, Ouais. crois-moi que tu le lis pas. Et en fait, à chaque fois, je me disais, waouh, mais ouais, j'aurais pas pensé que l'histoire elle aurait pris cette tournure. Bah, ah ouais, ils sont là maintenant. Ah ouais, tiens, enfin, vraiment, elle est incroyable. Surtout que je crois que c'est son premier roman, Melissa d'Acosta. Hein. La fille écrit un pavé Ouais, qui ouais, apparemment est qualitatif, ouais, en ouais. plus, en premier roman. Premier roman, gros buzz, elle est hyper connue partout. Enfin, vraiment, bref. Et ce roman, il m'a fait passer par toutes les émotions. Il est rigolo, il est très philosophique, il est très triste. Donc, c'est l'une des premières fois, je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai pleuré dans un livre. Alors, je t'explique, Anouk, je suis une madeleine, c'est bon. Je pleure. Ah bah la meuf, tu vas H24. chialer. Ah, tu vas chialer. Donc, clairement, ton livre, il me met pas en confiance, tu vois. Tu vas chialer. Mais en fait, c'est pas juste de la tristesse en mode juste t'es triste et au bout de ta vie. Vraiment, c'est de la tristesse, mais mélangée avec tellement d'amour qu'en fait, tu vois, c'est triste, mais tu te dis, ben, c'était le mieux, c'était ce qu'il lui fallait, ou tu vois, des choses comme ça. En fait, t'es pris d'une énorme empathie pour Émile et même pour Joanne, pour la relation qu'ils vont construire. Franchement, le livre, il est hyper touchant. Et surtout, bah, j'ai déjà parlé de ça à la dernière émission, mais Ouais. ça m'a mis face à la mort, encore une fois. Anouk, As-tu un problème avec ce sujet? Je crois, oui. Non, mais en vrai, je les ai achetés tous les deux en même temps et j'avais pas fait gaffe que c'était vraiment. Ça tourne autour de la mort. Alors, c'est pas du tout la même chose que dans Changer l'eau des fleurs. Là, c'est vraiment cet aspect. Tu vois la mort venir, tu sais que tes jours sont comptés et en plus, t'es jeune. Oh, mais alors là, mais scénario catastrophe, quoi. C'est totalement. vraiment. En fait, tu te mets à la place d'Émile et tu te dis, putain, mais moi, comment j'aurais fait? Et du coup, d'avoir ce dialogue intérieur de la part du personnage principal et de voir comment il réfléchit, franchement, c'est hyper touchant parce que tu vois que même si le gars est au bord de la mort, il arrive quand même à ressentir de la gratitude. Et c'est limite si c'est pas à ce moment-là de sa vie où il dit qu'il n'a jamais été aussi heureux. Parce qu'en fait, vu qu'il est à deux doigts de mourir, il se prend plus la tête pour des trucs de merde. Et en fait, là, par exemple, au début du livre, on va être mis au courant qu'il a eu une relation avec une certaine Laura, je crois qu'elle s'appelle, qui a été un peu chaotique et tout. Et voilà, il s'est pris la tête pour ça pendant toute sa vie. Et en fait,
tout au long du livre, on voit qu'il arrête de se prendre la tête pour des trucs comme ça. Et on voit que quand on est au bord de la mort, on se rapproche juste des choses simples, c'est-à-dire du moment présent, de ce qui nous fait du bien, et on arrête de se prendre la tête pour des trucs un peu inutiles, quoi. Ouais, je vois totalement. Et moi, j'ai adoré ce livre pour ça, parce qu'en fait, c'est comme si c'était une petite philosophie de vie, en mode... En fait, c'est très méditatif dans le sens où, par exemple, Joanne, elle pratique la méditation dans le livre, et tu le ressens à travers l'écriture. C'est-à-dire que ils décrivent le paysage, et ils décrivent le fait qu'elle est en train de fixer une petite bougie. Enfin, du coup, même toi, tu as l'impression de rentrer dans un état méditatif. Et je pense que Melissa d'Acosta, elle a voulu recréer cette ambiance de ok, on revient à l'essentiel, on revient à l'instant présent. Et du coup, j'ai vraiment adoré cet aspect-là. Et du coup, pour finir pour cette critique de livre, le seul aspect que j'ai moins bien aimé, c'est que c'est à la fois son avantage comme c'est à la fois son inconvénient, dans le sens où elle est trop dans la description. Genre vraiment, des fois c'est too much. Donc des fois c'est sympa, parce que du coup, comme je disais, ça amène un aspect méditatif. Mais des fois c'est boring, genre t'as 3-4 pages de description, mais ça n'avance à rien. En fait, l'histoire, elle avance pas. Et du coup, t'es là, ok, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu mon temps. Limite, t'as envie de sauter les pages, tu vois. Donc moi, quand je suis face à ce genre de comportements qui viennent à moi, je suis un peu déçue, quoi, parce que je me dis, c'est con, genre, c'est pas comme ça que ça devrait être pris. Mais moi, c'est vrai que ça m'a un peu ennuyée sur certains points. Sinon, en conclusion, il faut être un petit peu accroché quand même, parce que le livre fait 840 pages, un truc comme ça. Ah ouais, ok, genre... C'est énorme. Ouais, ça commence à faire. Hein. C'est ça, mais ça fait quand même 200 pages de plus que Changelot des Fleurs, qui était déjà très long. Surtout en format poche, personnellement, je trouve que vraiment ça fait encore plus pavé. Ah, ça quoi. fait pavé là, je te dis, tu peux caler ta table avec, hein, vraiment, c'est énorme. Et, mais comme Changelot des Fleurs, pour moi, c'est justifié. En fait, la longueur, elle est clairement justifiée. Tous les éléments sont cohérents, ils apportent quelque chose à l'histoire, sauf les moments où elle parle trop, où là, ça sert un peu à rien, mais c'est vraiment un film en fait. Vraiment, ça là, c'est un scénario de film. Si demain c'est adapté au cinéma, je suis même pas étonnée. Tellement le script il est nourri, tellement le script il est riche. L'univers il est pensé de A à Z et rien n'est au hasard, c'est incroyable. Surtout qu'on va pas se mentir, dans le cinéma, le thème de la maladie, tout ça, Ouais. c'est quand même vachement. Enfin, Nos Vachement étoiles présent, contraires, il y a Midnight Sun, je suis sûre il y en a d'autres. Là, que le j'ai pas en tête. dernier film qui vient de sortir récemment avec je sais plus comment ça s'appelle, c'est Tout s'est bien passé là, tu sais. C'est un homme qui veut demander à le suicide assisté là. Ah ouais. Et en gros, il choisit sa date de mort, nanana, mais c'est un peu tourné sous forme humoristique en mode oh plutôt le 25, oh non le 26, tu vois. Donc, je vois mais je l'ai pas vu ce film, c'est des copines qui m'ont raconté, elles sont allées le voir, mais ouais, clairement, la mort c'est tellement un sujet qui touche et qui stresse tous les humains sur Terre. Ouais. Personne n'y échappe déjà. Ça, Riches, pauvres, hop, on est tous mangés la même sauce. Tous égales, tous égaux. Oh là, tous égaux. Bouchez vos oreilles. Ah mais clairement, puis surtout, on voit bien que face à la maladie, c'est ça, qu'importe l'âge. Bon, même s'il y a des facteurs qui sont un petit peu plus... forcément, plus t'es vieux, plus t'as de chance de tomber malade, mais qu'importe l'âge, qu'importe l'origine, qu'importe l'ethnie, qu'importe la richesse que tu possèdes, la maladie, on est tous égaux face à ça, quoi. Et c'est vrai que la maladie chez les jeunes, je trouve que c'est pas... Enfin, comme tu dis, à part les étoiles contraires, c'est vrai que c'est un sujet qui est abordé, mais pas tant que ça non plus. Et moi, à chaque fois, les étoiles contraires, pareil, ça m'avait chamboulé. Moi, j'ai versé toutes les larmes de mon corps là-dessus. C'est quand même quelque chose. Parce qu'en fait, tu fais un transfert. Tu te dis, mais si c'était moi, genre, c'est terrible de... Enfin, je sais pas, quand t'es jeune, t'es encore dans la naïveté, t'es encore dans... Putain, j'ai encore plein de temps devant moi. C'est ça. Je pense même pas à ça, quoi. On est un peu dans cet aspect de... On prend la vie pour acquise, tu vois. On a l'impression que demain est gagné et que, voilà. Ça, là, moi, ça m'a remis les idées en place. Hein. Non, mais en plus des livres, j'en ai d'autres comme ça, des livres qui traitent de la maladie sur des jeunes, sur des ados, même pas 26 ans, encore plus jeunes que ça. Mais à chaque fois, ça me fout le moral à zéro. Je les lis, en plus, vraiment, je dis pas que je prends du plaisir à avoir le moral à zéro, mais ce moment où un livre te fait ressentir des trucs comme ça fait pas plaisir, mais ça prouve que le livre, il a quand même une certaine valeur. Il a réussi son objectif, quoi. Ah bah, totalement. Genre, par exemple, il y a une autrice... Tilly Cole, elle s'appelle. C'est pas une autrice française, je crois qu'elle doit être américaine ou
ou anglaise. Et elle écrit beaucoup de livres comme ça qui te mettent une claque dans la gueule. Voilà, on va le dire. Soyons clairs. Soyons Utilisons clairs. les mots. J'en ai lu un d'elle. Je me suis dit, c'est bon, plus jamais de ma vie, je lis cette autrice. Non Sérieux? pas parce qu'elle écrit mal, mais parce que ça m'a chamboulée son livre. Et genre, point. je veux plus être chamboulée comme ça. Et ma sœur en a lu un autre. Et elle est beaucoup, beaucoup moins sensible que moi. Elle a pas pleuré, mais quand même, l'histoire a été... Ça l'a remué. Ouais, ça l'a un peu remué quand même. Donc moi, je ne le lis plus, Tilly Cole. Et c'était quoi l'histoire justement de ce livre? Alors, Love Crescendo, c'était en gros, c'est une histoire entre deux ados, une meuf et un mec, voilà, qui tourne autour de la musique, de l'univers musical. C'est-à-dire que d'un côté, on a le mec, j'ai plus les prénoms, hein, vous m'excuserez, ça fait très 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 longtemps, qui lui fait plutôt de la musique voilà, électro, DJ, des trucs très 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 modernes. Et d'un autre côté, on a la meuf qui, elle, est très classique, qui joue du piano, je crois, ou du violon, je ne sais plus, excusez-moi. Donc clairement pas le même domaine, quoi. Voilà, et il s'avère en fait que le mec, c'était un ancien prodige, pareil, de la musique classique, vraiment. C'était un jeune prodige, vraiment, toute la presse en parlait, et du jour au lendemain, il s'est mis à faire de la musique, voilà, très commerciale, on va pas se mentir. Là, je me rappelle que la meuf, le personnage féminin, avait décrit ça comme une musique sans âme. Ah oui, quand même. Donc tu te dis que le gars, il s'est passé quelque chose dans sa vie, c'est pas possible. Et de l'autre côté, la fille, il se passe aussi quelque chose dans sa vie, je vais pas vous spoiler, et donc les deux, au final, vont finir par se rapprocher, et romance, voilà, tu connais mes goûts littéraires, hein. Et voilà, et vraiment l'histoire, elle est incroyable, l'histoire. Le roman est beaucoup plus petit, je vous rassure, on est sur 400 pages, sur un livre broché, donc en grand format. Ouais. Et c'est Hachette, donc Hachette Romance, c'est écrit assez gros, hein, on va pas se mentir. Donc franchement, ça se lit tout seul et l'histoire est incroyable, vraiment. Franchement, c'est un livre qui m'a vachement marqué. Alors du coup, vous savez dans quoi vous vous engagez si vous voulez lire ce livre. Vous savez, vous êtes au courant. On vous aura prévenu. Mais du coup, toi, est-ce que, justement, si on essaie de rentrer dans un débat vis-à-vis de la mort, toi, c'est quoi ton rapport à la mort en tant que jeune femme de 20 ans? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu penses à la maladie dans le sens où ça pourrait arriver ou tu te dis que c'est lointain? J'y ai beaucoup pensé pendant ma jeune adolescence. Bon, j'ai 18 ans, honnêtement, je suis pas une adulte, donc on va dire que je suis une vieille ado, on va dire ça. Mais genre au collège, je sais pas pourquoi, j'y pensais plus souvent. Et c'était un truc qui m'inquiétait de ouf. Et maintenant, pas vraiment. Genre pourtant, dans ma famille, voilà, il y a beaucoup d'antécédents d'Alzheimer, de Parkinson, etc. Donc tu te dis, avec la génétique et tout, il y a de très fortes chances que moi ou ma sœur, ou mon père ou ma mère tombent dessus. Et je sais pas, peut-être le jeune âge, mais je m'inquiète pas forcément. Genre, je me dis, de toute façon, c'est inévitable, ça sert à rien de s'inquiéter là-dessus. Hein. Autant s'inquiéter sur nos partiels à la fac, c'est beaucoup plus productif. Voilà. Hein. Mais ouais, je sais pas. C'est pas un truc qui... En ce moment, en tout cas, ça m'inquiète pas. Avant, ça a pu me faire peur, mais plus maintenant, ou en tout cas pour l'instant, ça va. Parce que moi, je sais que c'est notamment le Covid qui m'a vachement fait relativiser bizarrement. En fait, comme toi, quand j'étais petite, j'avais énormément peur de ça. Les maladies, tout ça. Moi, c'était vraiment les maladies. Genre les gros trucs cancer et tout. Là, vraiment, moi, Alzheimer, ça me fait peur. Honnêtement, Alzheimer, c'est pas le fait de mourir, c'est de mourir en n'ayant plus de souvenirs. Ah bah oui, c'est ça. C'est cette maladie. Parkinson, à la limite, bon, tu trembles. C'est chiant. Il y a d'autres trucs. À la limite, c'est chiant. Mais Alzheimer, pour moi, c'est la maladie la plus horrible. Tu reconnais même plus tes proches. Enfin, tu connais plus ton prénom, limite. C'est quand même assez grave. Puis même, c'est au-delà que ça soit de la mémoire... comment dire, dans la pensée, c'est aussi la mémoire musculaire après. C'est-à-dire que ton corps, il sait même plus déglutir, il oublie tout, quoi. C'est terrible. Mais là, moi, c'est vraiment la période du Covid où, en fait, on a tellement été exposé à la mort dans le quotidien et tout le monde que, en fait, justement, la majorité des gens, dans leur quotidien, on n'y pense pas. On est rationnel. On est là en mode, mais non, ça m'arrivera pas, ça arrive qu'aux autres, ou alors ça n'arrivera que dans longtemps. Là, on a tous été, hop, on s'est pris une claque dans la gueule en mode non, toi aussi là, demain là, ça se trouve tu vas finir en réa avec le Covid. Bah en fait ça nous a tellement confrontés à ça que c'est comme si, tu vois, c'est comme si ça m'avait comment on peut dire ça,
vacciné en fait d'un côté. Tellement tu te confrontes à une chose qu'au bout d'un moment t'en as plus peur, tu vois. Ouais, je vois. Et en fait, au début, j'étais super apeurée. Et puis, vu que ça fait 2 ans et demi qu'on est dans un climat où on cohabite avec la mort, Ouais. et ben du coup, je me dis, de toute façon, qu'est-ce que tu veux, enfin, si ça m'arrive quoi. Mais au bout d'un moment, tant que ça m'arrive pas, bah j'en profite. Et maintenant, je suis plus dans le style, bah j'y pense pas. Carpe diem. Voilà, YOLO. C'est bon. Genre, je sais justement que ça peut arriver, mais je me dis que à ce moment-là, je saurais rationaliser dans le sens où bah y a rien à y faire quoi. Alors qu'avant, j'étais vraiment flippée quoi. Maintenant, je suis toujours flippée, mais plus en mode c'est la life, tu vois. Bah, de toute façon, comme on l'a dit, on peut pas l'éviter. Donc, On peut pas contrôler en fait. Donc, moi, le truc qui me fait plus peur, c'est la manière dont je vais mourir Ouais. plutôt que le fait de mourir. Grave. Enfin, voilà. C'est super joyeux. Quand même. Super joyeux. Bon, promis, j'arrêterai de parler de trucs. C'était mon dernier livre qui parlait de la mort. Voilà, promis. Alors, j'en veux plus avec ça. Je propose qu'on enchaîne sur quelque chose de beaucoup Plus joyeux. Allons-y. On est sur voilà, petite romance pépouse. La couverture, elle est d'un jaune. Ça te fait penser à l'été, la plage, Tahiti. C'est Les très bien. cocktails, on adore. Voilà, parce que bon, on va pas se mentir, ton livre est très bien. Mais il est triste. Voilà. Donc alors, c'est L'Antilune de miel de Christina Loren qui a été publié chez Hugo New Romance. Si vous vous rappelez, c'est la même maison d'édition que Jamais Plus que j'ai présenté au premier podcast. Ouais. C'était il y a un mois, ça remonte, mais quand même. Réécoutez. Et donc là, j'ai la version poche, mais il me semble qu'il a été publié aussi en version brochée. Christina Loren, on n'est pas sur une autrice, mais sur 2 autrices, c'est un duo. Ah, ok. Alors, les prénoms, je sais plus, c'est Christina Hobbs et Lauren Billings. Christina et Lauren, ça fait Christina Loren. Voilà, allez. Jusque-là, c'est logique. Et donc, on est sur une romance vraiment très été, très estivale et tout. Donc, franchement, je l'ai lu en automne. Mais alors, si j'avais lu ça pendant les grandes vacances, ça aurait été le meilleur moment. Je suis grave d'accord avec toi qu'il y a certains livres, faut les lire dans la bonne période. Les romances de Noël. Ouais. On parle tous des films de Noël. Tu lis pas ça en printemps, genre c'est pas possible. On parle tous des films de Noël, mais il y a les romances de Noël qui sortent. En ce Clairement. moment, là, il y en a plein. Ah ouais? Il y en a plein qui sortent. Bah go nous faire une liste sur ton Instagram. J'attends Allez. la liste des romans Le de problème, Noël. c'est que j'en lis pas beaucoup des romances de Noël, mais je sais qu'il y en a plein qui lisent ça. Bref, Revenons à au notre sujet. Alors, ça parle de Olive Torres. Je parle pas de Olivia, c'est Olive, elle s'appelle Olive. C'est joli comme prénom, je trouve. C'est très joli. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et sa sœur jumelle se marie. C'est Amy qu'elle s'appelle. Voilà, je vais encore oublier le prénom. Et du coup, elle se marie. Voilà, elle est invitée au mariage, tranquille. Sa sœur Amy, il faut savoir que c'est une accro aux coupons, aux bons de réduction et tout. C'est-à-dire que son mariage, c'est que des coupons. La radine. Vraiment, sa robe de mariée, elle l'a eu gratuitement. T'es mal à la taille du rat, quoi, vraiment. C'est ça, vraiment. Mais c'est très important dans l'histoire, d'accord? Ok. C'est un point qui est extrêmement important. Et donc, le mari de sa sœur a un frère, et le frère qui s'appelle Ethan, Ethan. voilà. Ethan et Olive se détestent. Ah. C'est clair, ils se détestent. C'est très important à noter également. Et donc, ils se marient, tout se passe bien, la cérémonie super cute. Voilà, bon, vous connaissez les mariages. Arrivé le repas. Le repas. Drame familial en approche. Ce n'est même pas un drame familial. C'est un drame sanitaire. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un plateau de fruits de mer gratuit. Truc périmé, je suis sûre. Intoxication alimentaire. Sauf qu'en fait, il s'avère que Olive est allergique aux crustacés et que Ethan déteste les buvets. C'est-à-dire ce sont les 2 seuls invités du mariage qui n'ont pas mangé ces crustacés. D'accord. C'est pour vous dire. Franchement, le hasard fait quand même très bien les choses. Tout est vraiment très hasardeux. C'est très hasardeux. Mais Amy avait participé à un concours où elle avait gagné sa lune de miel. Sauf que faut y aller maintenant à la lune. C'est pas un truc que tu peux reporter. Parce que évidemment, Amy et son mari sont là au bord de... Ils sont en train de gérer. Vraiment. C'est horrible. Oh, sympa. C'est vraiment... Mais c'est très très drôle. C'est amené de manière très humoristique. Ouais. Franchement, c'est pour ça que là, on rigole. Mais vraiment, même dans le roman, vous rigolez. Clairement, mais putain, mais en vrai, genre, l'histoire, là, tu te dis, mais comment elle a pu penser à ça? Genre, alors la meuf radine qui prend des coupons de réduction, ensuite intoxication alimentaire générale. Ah, mais sachant qu'elles sont 2, il y a 2 cerveaux, on me rappelle dans C'est l'écriture. trop drôle. C'est extrêmement bien. Et donc, du coup,
rappelons, Amy et Olive sont sœurs jumelles. Donc Olive va aller à la place de Amy à la lune de miel. Et ben, c'est une lune de miel à deux. Mais attends, mais ça dérange pas sa sœur que Non, elle bah non. aille avec... En fait, de base, Olive voulait pas y aller parce que forcément, c'est ta lune de miel, chérie. Enfin, je vais pas y aller à ta place, c'est ton moment, quoi. Sauf que bah, c'est un concours, je sais pas quoi, c'était pas échangeable, pas repoussable. Genre, si t'y allais ou t'y allais pas, tu perdais le truc. Donc, Amy, obsédée des concours coupons, elle dit tu y vas, Olive, tu en profites, d'accord. Un sou est un sou, ma chère. C'est ça, clairement. Et donc, fallait bien un mari pour y aller avec. Bah oui, forcément. Vous vous doutez bien que c'est Ethan qui y allait avec. Mon Dieu. Et donc, du coup, pas du tout Amy, Olive et Ethan se retrouvent en lune de miel sur une île paradisiaque, donc j'ai oublié le nom, mais qui n'est pas très important. Et va s'en suivre. Alors, deux personnes qui se détestent à une lune de miel, c'est quand même assez cocasse. Hein. Mais comment il a accepté, lui, d'y aller alors qu'il a détesté ? Bah, lui, un voyage tout frais payé sur une île paradisiaque, franchement, moi, j'y vais. Hein. Ouais, d'accord, on va le voir. Enfin, personne que je déteste ou pas, j'y vais. C'est clair. Genre, il n'y a pas de problème. Et donc, franchement, ça va s'en suivre plein d'événements et tout, de trucs super drôles sur l'île. Mais en même temps, Olive et Thomas... pas du tout Thomas. Ethan, mince. Pas du tout. Genre, évidemment, ils se détestent. Croyez-vous qu'ils vont se détester pendant tout le livre ? Mais comme on dit, l'amour et la haine sont les angles d'une même pièce. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, c'est un livre extrêmement drôle. Et en même temps, voilà, il y a une romance super mignonne. T'es là en mode, oh là là, ils sont adorables. Donc, comme je vous l'ai dit, franchement, c'est un livre mais ça respire l'été, quoi. C'est génial. Monoï et compagnie, là. Franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de romance pure et dure. Parce que, comme vous le savez, je lis du fantastique, de la fantasy et tout ça. Et ça faisait très 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 longtemps que je m'étais pas mise dans une vraie romance. Et c'est simple, je l'ai lu en une journée. Mais il fait combien de pages ? Alors attendez, j'ai pas le numéro. Combien de pages tu fais ? Il est pas très gros en vrai, ça va. Il est pas très gros. Après, c'est un format poche, tu vois. Donc il fait 400, je dirais. 440 pages. Bah, ça va en vrai. 440 pages, sachant. T'as passé toute la journée quand même pour le lire. Alors, je t'explique. C'est-à-dire qu'en fait, ce jour-là, j'allais à Rennes. Et du coup, je l'ai commencé à l'appart de ma sœur, tranquille ou pilou. Après, on allait se balader et tout. Et je l'ai terminé dans le train pour revenir à Rennes. T'avais combien d'heures de train ? 1 heure. Oh, ouais, non, mais t'es fast and furious de la lecture, toi. Non, mais que je vous dis, j'étais à fond dedans. Ouais, bah ça a l'air hyper... Franchement, je me suis régalée. C'est un livre qui te met de bonne humeur, qui te met bien. Mais genre, c'est incroyable. J'aimerais beaucoup relire des livres de Christina Loren. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu leur vibe, leur style. Mais du coup, d'écriture. elles écrivent que à deux tout le temps ? Ouais, bah, quand il y a un roman avec écrit Christina Loren, ça veut dire que c'est Christina et Loren qui Mais c'est fou parce que moi, j'aurais pensé, Christina Loren, au premier abord, j'aurais pensé que c'est le nom d'une personne, quoi. Bah oui, moi aussi, parce que c'est un livre qui est très, très, très hypé sur TikTok et Instagram. Et à chaque fois, il est présenté comme l'anti-lune de miel de Christina Loren. Ouais, j'étais là en mode, les c'est gens... une autrice. Ouais, voilà. Mais non, c'est un... Ça se trouve, il y a des gens qui savent pas. C'est la première fois que je lisais la petite biographie sur le rabat ça, du livre. Et j'ai vu une photo avec deux personnes. J'ai vu, attends, qu'est-ce que tu me dis ? C'est une siamoise. Non, c'est pas siamoise qu'on dit. Si, c'est ça. Alors, faut qu'il soit relié. C'est une siamoise, en fait. J'étais là en mode, mais comment ça ? Et en fait, non, c'est un duo d'autrices qui sont très talentueuses, franchement très talentueuses. J'ai l'impression qu'elles écrivent quand même des livres très bonne humeur, très bonnes vibes et feel tout. good et tout. Okay. Donc franchement, j'étais plus dans mon mood romance, mais peut-être qu'elles m'ont remise dedans. T'as repiqué. Peut-être, on ne sait pas. Voilà. Bah franchement, je t'avoue que là, j'ai envie de le lire. Hein. Non, mais tu vas passer un excellent moment, vraiment. Mais du coup, il faut que je le lise peut-être en été. Pour que ça soit encore mieux. Moi, je l'ai lu en automne, je l'ai grandement apprécié. Je verrai, après j'ai quand même pas mal de livres à lire, mais on verra. Ouais, c'est ça. Mais en plus, Olive, c'est une personne très maladroite. C'est encore plus drôle. Ouais, grave. Vraiment très malchanceuse, vraiment. La boulette. C'est vraiment une boulette. Voilà, exactement. T'as sa sœur Amy qui gagne plein de concours et tout, qui est vraiment au top de sa forme. Le rat, clairement. Et de l'autre, t'as vraiment la petite Olive là qui Boulette. Alors voilà, vous avez Boulette et le rat. J'espère que cette petite annonce vous plaira. C'est ça. Mais franchement, allez lire, c'est très drôle. Franchement, je me répète de ouf. Mais il est incroyable. Bon bah moi en tout cas, je le lirai, c'est sûr.
Je te le passe à la fin. Ouais. Allez, go, on va se faire des petits échanges. Ouais, c'est ça. Alors moi, tout autre sujet, comme la dernière fois, mais vraiment en fait, moi je casse l'ambiance à chaque fois, c'est... Oh, C'est ça. oh là là, mais il va falloir que... Bah tu vois, je vais lire ça la prochaine fois parce que Pourtant, après... la couverture a l'air quand même. Alors, c'est... ASMR, moment ASMR. Oh, C'est ça. j'ai toujours rêvé de faire ça, j'espère que ça rendra bien. En gros, là c'est pas un roman, je sais même pas si c'est un roman graphique, une BD, j'arrive même pas trop à savoir ce que c'est. Bon, en gros, c'est un format BD, mais c'est pas une BD. C'est pas dans le sens où c'est pas une fiction, c'est pas une histoire fictive. Ça s'appelle À corps et à cri. Ça a été écrit par Eve Cambrelang. Désolée Eve si tu passes par là, ce qui est fort très peu probable. Ouais. Désolée d'avoir écorché ton nom. C'est du coup aux éditions Albin Michel et ça s'appelle donc À corps et à cri. Si tu veux, c'est un... Comment on pourrait dire ça ? C'est une BD, je vais employer le mot BD comme ça sera plus simple, qui regroupe tous les combats auxquels font face les femmes. Par exemple, les minorités, non, dans le sens où, comment dire, les inégalités auxquelles elles font face, les sujets sur lesquels où les hommes ne vont pas arrêter de donner leur avis alors qu'on n'a rien demandé, en gros, lâchez-nous la grappe, voilà. Donc, il y a plein de sujets qui sont abordés, dans le sens où moi, j'ai rien appris en lisant ce livre. En tant que femme, tout ça, je le savais déjà. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même... Enfin, c'est faux parce qu'il y a des choses que j'ai quand même appris dans le sens où, par exemple, je savais ce que c'était l'endométriose. Tu sais ce que c'est ? Ouais, je vois. Mais est-ce que tu sais concrètement ce que c'est, la maladie ? Dans le sens où comment ça fonctionne ? Alors, Non. J'ai fait S, mais on n'a pas traité de l'endométriose. Eh ben, en fait, je vais l'expliquer. Donc, j'ai quand même appris certaines choses de ce style-là. Par exemple, en fait, l'endométriose, normalement, quand tu as tes règles, les règles, elles s'écoulent vers le bas, normal. T'es en train de me dire que l'endométriose inverse la gravité ? Non, ça n'inverse pas la gravité. Clairement. Mais le sang s'écoule dans l'autre sens. Bah, il s'écoule pas, du coup, c'est-à-dire qu'il monte dans les trompes et dans les ovaires. J'aimerais bien savoir quand même physiquement comment c'est possible. Je sais pas, je t'avoue que... Ouais, what the fuck. Je ferai des recherches après, clairement, parce que ça m'étonne. Mais vraiment, moi, quand j'ai lu ça, j'étais là en mode, mais what ? Et donc, en fait, comme le sang va dans une impasse, du coup, ça crée des kystes. Enfin, tu vois, ça crée plein de choses douloureuses. Ouais. Et ça, du coup, je le savais pas. Et justement, par exemple, ils vont parler un peu de la médecine qui... carrément oublie les femmes. Donc il y a le sujet de l'endométriose, il y a également le sujet de la pilule, avec le fait que les femmes peuvent avoir une contraception avec la pilule, mais en réalité la science ne s'occupe pas du fait que la qualité de la pilule soit clairement à revoir, dans le sens où ça a un effet très fort sur le corps de certaines personnes. Ça peut altérer les émotions, ça peut les exacerber, ça peut avoir un effet sur ton poids, tu peux prendre beaucoup de poids, tu peux avoir un dérèglement hormonal, de l'acné, ça peut jouer sur ta libido, enfin bref, ça peut jouer sur plein de choses. Et non, mais tu regardes une boîte de pilule, la liste d'effets secondaires est impressionnante, vraiment. Tu peux même faire des thromboses. Une thrombose, alors je veux pas dire de conneries, mais tu sais, c'est ce qu'on avait reproché à l'AstraZeneca. C'est en gros, c'est quand ton... Putain, je l'ai su à un moment donné, ce que c'est une thrombose. Alors, c'est un truc du style, c'est pas une hémorragie interne ou un truc comme ça. Je crois que ça... Là, je rougis parce que je sens que je suis pas du tout sûre de ce que je suis en train de dire. Mais c'est un truc comme ça. Et justement, c'est quand même marrant, entre guillemets, parce que l'AstraZeneca a été pointé du doigt parce qu'il provoquait des thromboses en mode « Oh là là, mais c'est horrible, les gars, la pilule, ça provoque des thromboses, mais tout le monde s'en branle, quoi. Mais vraiment. Bah ouais, c'est ça. Donc en gros, pour résumer, c'est ça le but de ce livre, c'est de mettre en lumière toutes ces choses qui sont malheureusement occultées, puisque, on le sait bien, les femmes, la parole des femmes n'est clairement pas mise en avant sur les débats publics, puisque apparemment les hommes savent mieux que nous. Ils n'ont pas notre corps,
mais ils savent mieux que nous. C'est bien connu. C'est bien connu, les hommes savent tout. Évidemment, tous les hommes sont pas comme ça, hein. Il faut pas non plus rentrer dans un discours inverse. Un peu extrémiste, voilà. Féministe, quoi. Donc voilà, elles vont parler par exemple, donc je vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça serait du coup de dire tout le contenu, mais il y a quelques petites anecdotes qui m'ont vachement marqué. Par exemple, à un moment donné, elles vont parler des règles et du fait que les règles, en effet, moi je sais que j'en ai fait les frais, dans nos sociétés, les règles c'est sale. On est d'accord. Dès que tu as tes règles, tu te caches. Moi, je me rappelle, c'était trafic et contrebande. Moi, au collège, clairement, quand j'avais oublié ma serviette, je demandais à ma collègue, vas-y, passe-moi la serviette. C'était, on se filait ça derrière les vestes et tout, en mode, on est en train de faire un deal de shit et tout. Non, mais c'est n'importe quoi. Pareil, dès que tu te lèves, c'est est-ce que j'ai une tâche, nanana, parce que, en fait, dans notre société, les règles, c'est sale. Et c'est sale en Occident. Mais elle nous donne par exemple d'autres exemples où vraiment là moi j'étais en mode mais c'est une joke. Il y a des pays où c'est clairement il y a des violent, pays ça va super loin. Je vais vous redonner l'exemple parce que vraiment je me suis dit non mais on est où là. Voilà, au Népal. Donc là je cite la BD. Hein. Ouais. Au Népal, ces personnes sont considérées comme impures. Elles devront quitter leur foyer pour ne pas contaminer leur environnement. Ça je le savais et ça m'avait choquée quand je l'ai appris vraiment. En Bolivie, elles seront considérées comme malades. Elles ne pourront pas jouer avec les enfants. Super. Et dans de nombreuses régions du monde, elles ne pourront pas aller à l'école pendant leurs règles en raison de cette impureté. Tu te rends compte qu'il y a des femmes qui sont non, mais c'est pas interdites. Contagieux, non mais c'est n'importe quoi. Est-ce que ces gens-là ont appris le corps humain ? Enfin, je sais pas, faut arrêter quoi. Donc voilà. On nous montre aussi que le combat des femmes n'est déjà pas du tout rendu au même endroit dans tous les endroits dans tous les pays du monde, malgré que le livre soit quand même très axé sur l'Occident. Hein. Mais déjà en Occident, on voit qu'on est quand même un petit peu à la ramasse. Alors imaginez dans les autres pays. Donc il parle de la charge mentale de la pilule, au-delà du fait que ça soit une qualité fort douteuse. Il y a quand même aussi l'idée de la charge mentale dans le sens où c'est toujours à la femme d'y penser. L'homme, lui, bon après je sais qu'il y a certains copains qui font penser à leur petite copine. Rappelle-toi de prendre ta pilule. Encore une fois, tous les hommes sont voilà, pas faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais si on prend la majorité, encore une fois, parce que bon c'est quand même la vérité. La majorité des garçons ne s'en préoccupent pas par malveillance, mais juste parce qu'ils n'ont pas été éduqués, tout simplement, à y penser. Ouais, c'est ça. Ils se sentent pas concernés parce qu'on leur a pas appris et qu'au contraire, on a appris aux filles à s'en occuper et à leur faire comprendre c'est ton problème, c'est toi qui tombes enceinte, c'est ton corps, tu te démerdes. Évidemment, y a certains garçons qui vont se sentir concernés parce que peut-être leur petite copine va leur dire hey, est-ce que tu peux me faire penser ? Et là, du coup, vu qu'il y a un facteur extérieur qui va lui demander ok, le gars va se sentir concerné, mais on va pas se cacher que la majorité des garçons le font pas de façon automatique. Donc elles parlent de ça et elles vont parler encore une fois de la pilule pour les garçons. Et comme l'AstraZeneca, ils ont commencé à faire des expériences. On a vu qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires. Ils ont stoppé les expériences. Mais attends, parce que quand on regarde la liste des effets secondaires, c'est les mêmes que la pilule pour femmes. Donc c'est-à-dire que on est où là ? C'est-à-dire que quand c'est les femmes, oh une thrombose, non mais c'est quoi dans une vie une thrombose ? Oh elle en fait des caisses celle-là. Par contre pour les mecs, mais non mais c'est inadmissible une thrombose, mais enfin on peut pas laisser ça sur le marché, c'est super dangereux pour les gens. Mais c'est fou quoi de se dire que en fait le problème c'est que la pilule pour les femmes c'est quand même assez ancien entre guillemets. Alors que voilà, les hommes c'est nouveau et tout, et là on pointe du doigt les trucs. Alors que la pilule existe depuis des années et des années pour les femmes, et c'est devenu une normalité en fait, alors que ça devrait pas l'être clairement. En fait, le problème de base, c'est que depuis le début, on a donné la mission de la contraception seulement à la femme parce qu'on part du principe que c'est seulement le corps de la femme qui est mis en jeu. Alors que je suis désolée, dans la conception d'un enfant, c'est la femme toute seule, elle peut pas faire l'enfant. Hein. Donc, non, c'est une responsabilité qui repose sur les deux. Quoi. Les deux ont une responsabilité. Donc, forcément, en fait, le garçon, il a sa responsabilité. Ok, son corps ne sera pas mis en jeu. Mais, au bout d'un moment, c'est lui qui a aussi planté la petite graine, hein, si on parle comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que le problème de fond, c'est
l'idée aussi que le garçon doit prendre sa responsabilité dans l'histoire de la contraception. Mm. Donc du coup, elles évoquent tout ce sujet-là de la contraception masculine qui est... bon, on nous dit que ça arrive, mais bon, bah, on attend toujours, il y a toujours un problème. Ensuite, elles vont par exemple également parler de l'injonction des femmes à faire des enfants. Et ça, c'est tellement vrai. Par exemple, en fait, on a l'impression que pour les femmes, avoir un enfant, c'est comme si c'était une finalité à ta vie. Ouais. Comme si t'étais pas vraiment femme jusqu'à ce que tu sois devenue maman, tu vois. Mais en fait, ça, je trouve que c'est une problématique qui s'atténue entre guillemets avec le temps. Ouais. C'est-à-dire que je rencontre de plus en plus de femmes de mon Ouais, âge ça c'est vrai. qui affirment sans gêne, je veux pas avoir d'enfant, en tout cas pour l'instant, j'ai pas envie. Ah, Donc, ça, c'est ça, ouais. je suis complètement d'accord avec toi. Les nouvelles générations un peu font un fuck clairement aux clairement, mœurs. ouais. Mais je pense que les gens ont toujours refusé de faire des enfants, mais là, elle parle plutôt du discours extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles vont assumer, elles vont dire, mais non, moi, j'ai pas envie d'avoir des enfants. Et elles vont entendre, oh là là, mais t'es égoïste, pense à celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ouais, Bah oui, enfin, genre, c'est pas parce qu'elles peuvent pas que moi, je dois me forcer à en faire, n'importe quoi. Donc, il y a cette idée, voilà, surtout ce qui est montré dans le livre et où vraiment je me suis dit, mais c'est vrai, c'est que par exemple, un homme, lui, quand il va devenir papa, limite, ça va être oh le loser quoi. Bah ça y est, il est plus cool, il peut plus sortir avec les potes, il peut plus aller boire des pintes, là il peut plus aller regarder le match de foot, il y a son gosse, c'est chiant. Alors que quand c'est la femme, on a l'impression que ah mais sa nouvelle vie commence, ça y est, c'est un nouveau jour pour elle, tu vois. J'avais jamais pensé à cette opposition de clichés entre guillemets. Fou, hein. Genre, je le savais, mais j'y avais jamais vraiment pensé entre guillemets. Mais en fait, c'est tellement intégré dans les normes. On est tellement bah oui, bah la grossesse c'est la femme, bah oui, bah non en fait. Non. Encore une fois, on fait de certains sujets des normalités alors que Exact. c'est pas normal. Et en fait, ce livre-là, si je dois faire résumer, il déconstruit tout ça en mode ok, mais en fait, c'est tellement évident pour les gens parce que voilà, on est né comme ça, ça a toujours été comme ça, que du coup, on voit même plus le problème en fait, parce qu'on a toujours vécu dans un système ainsi. Mais elle, à son là en mode non, les gars, faut aussi prendre du recul, remettre en question les choses et déconstruire. Donc elle parle ensuite de plein d'autres sujets, je vous laisserai les découvrir à votre lecture. Il y a du coup le quand je veux, le sujet qui aborde l'avortement, avec le droit à l'IVG qui est hyper fragile et qui est remis en question dans plein de pays, notamment aux États-Unis, dans certains États. Encore une fois, bon, bah, c'est encore des mecs qui décident à la place des femmes, enfin, c'est quand même aberrant. Donc elles vont parler de ce sujet-là. Elles vont également parler des tenues des femmes. Toujours problématique. Si t'es habillée d'une façon un petit peu trop aguicheuse, s'il t'arrive quelque chose, on va dire que c'est toi qui l'as cherché. Voilà, à aucun moment on remet en cause l'agresseur, c'est toujours la victime qu'on va culpabiliser. Et à l'inverse, si t'es trop habillée, donc là par exemple, elle donne l'exemple du voile, bah c'est encore pas bien. Et là, elle donne l'exemple du voile. Là, en vrai, sur l'exemple du voile, moi j'arrivais pas trop à me positionner parce que c'est vrai que le voile, dans le. Comment dire c'est compliqué dans le sens où il y a certaines femmes pour qui c'est imposé. Donc forcément, c'est normal que les féministes soient contre. Ouais, mais il y en a qui le veulent parce que c'est partie de la religion, voilà. Et c'est ça la différence. Et en fait, elles expliquent dans la BD que vouloir arracher, c'est le terme qu'elles emploient, le voile à une femme, c'est aussi violent que de vouloir lui imposer. Dans le sens où on décide à sa place, en fait. Je suis complètement d'accord. Donc, l'histoire, c'est juste de chacun fait ce qu'il veut. Donc, elle parle de tous ces aspects-là, qu'en fait, quoi que la femme ait face, il y a toujours un problème. C'est jamais bien, il y a toujours un truc à lui reprocher. Enfin, c'est quand même fou. Après, elle parle des 50 nuances de sexualité, donc je me rappelle plus trop, mais en gros, elles vont parler de... Il n'y a pas que... Ah voilà, si elles disent que la société est très hétérocentrée, que toutes les romances que tu vois dans les films, c'est quand même très souvent des romances hétéros, avec des blancs. En gros, il y a vraiment un manque de représentation, un manque de diversité. Encore une fois, je trouve que c'est quand même quelque chose qui se développe beaucoup. Exact. C'est franchement, les nouvelles générations, c'est mais ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Hein. Ouais, clairement. Franchement, j'ai quelques références de livres romantiques où on retrouve de plus en plus les communautés LGBT+. Voilà. Clairement, c'est grâce aux réseaux sociaux que cette communauté a pu avoir accès à une parole beaucoup plus influente et
franchement, c'est hyper cool pour ça parce que ça commence à avoir de plus en plus d'impact. Notamment, on voit avec l'arrivée du pronom Yel, là, je sais pas si t'as entendu, ça fait débat Ouais, là. ça par contre, le pronom Yel, c'est quand même quelque chose. J'ai du mal à me projeter à l'utiliser. Ouais, c'est vrai que au niveau pratique, Ouais. ça va remettre en cause beaucoup de choses. Mais au niveau, moi je comprends si tu veux la volonté d'égalité Ouais. qui pousse ces gens-là à faire ça. Mais c'est vrai qu'après il faut recontextualiser dans les faits et au niveau praticité, c'est vrai que ça va Bah, demander de remodeler toute la langue en bah, fait. clairement, nous on est clairement habitués. Il, Bah, elle, c'est ça. entre autres les autres pronoms qu'on connaît. Mais Comment donc, t'accordes comment dire, les adjectifs, comment tu fais, tu vois? c'est super compliqué Tu quoi. dis quoi? Tu dis y a les beaux, il y a les belles, tu dis quoi du coup? Guillaume les Buell. C'est Je fou. sais pas. Enfin, en vrai, moi je suis complètement pour cette inclusivité. Le fait que, bah oui, en fait, on n'est pas dans une société où il y a que des hommes, il y a que des femmes. On n'est pas dans une société où il y a que des blancs. Non, pour moi, le langage, c'est censé représenter tout le monde, d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut plutôt réfléchir comment est-ce qu'on va faire pour que déjà, ça soit pas trop brutal. Tu peux pas demander aux gens de changer leur façon de parler du jour au lendemain. Ouais, bah c'est ça. Comment faire pour qu'en gros, tout le monde soit content? Pour que les non-binaires puissent se sentir représentés dans le langage, mais également que les gens ne soient pas bousculés, parce que les non-binaires, je ne sais pas combien ils sont dans la société, mais c'est pas tout le monde qui est non-binaire. Donc du coup, la majorité des gens ne vont peut-être pas facilement réussir à faire le changement du jour au lendemain parce qu'ils ne se sentent pas concernés, même s'ils sont pour ce genre de choses. Mais après, je pense que c'est le genre de changement qui justement qui vont prendre vraiment des Ouais, années, sur des le long années. terme. Ouais, je suis grave C'est pour d'accord. ça, c'est le genre de changement qui vont. Bon, tu vas pas te mettre à utiliser IL tout le temps au quotidien Ouais. en une semaine, quoi. Ouais, c'est des clair. changements qui vont prendre des années. Ouais. Mais je pense qu'à la fin, c'est possible quand même. Ah mais clairement, enfin déjà quand tu vois comment on parlait au Moyen-Âge, ça n'a plus rien à voir. Ah bah c'est ça. On Le s'exprime langage, plus il est de en la même façon. constante évolution. Mais bien Enfin sûr. là, il y a la réforme Ouais. qu'on entend tout le temps en cours de français, de l'orthographe et tout. Ouais, où on il y a a une tout plein le de temps, trucs qui tous les changent. ans limite. C'est ça, vraiment. J'ai l'impression que Ouais. cette réforme, ça fait 40 ans. Ouais, et qu'elle est là- actualisée, c'est clair. Mais ouais, déjà quand tu regardes les films qui étaient tournés après-guerre, 1950, mais déjà là, moi quand j'écoute ça, mais on parle plus du tout de la même façon. Même nos grands-parents, moi je sais que mes grands-parents, ils parlent d'une façon beaucoup plus soutenue que nous, hein. Ah, mais totalement. Donc hein, déjà, rien qu'en 2 générations, tu vois que ça peut changer, Je suis quoi. désolée, mais jamais de ma vie, mon grand-père, il me sort des wesh. Ah bah, clairement. Genre, clairement, non. Il ne sait pas la signification de ce terme. C'est pas possible. Non, mais il y a plein de nouveaux mots en permanence, donc je pense que si Yel est actuellement, parce que qu'il le veuille ou non, qu'il l'intègre officiellement ou non, Yel sera utilisé par cette communauté-là. C'est Donc ça. moi je sais que grâce aux réseaux sociaux, Yel est arrivé jusqu'à mes oreilles, alors que moi je suis pas une personne non binaire, mais même sans avoir volontairement voulu m'y intéresser parce que je suis pas forcément concernée, c'est arrivé jusqu'à moi. Donc qu'il le veuille ou non, que ça soit officiel ou pas, ça va prendre sa place en fait. C'est ça. Surtout avec notre génération qui est de plus en plus tolérante, de plus en plus inclusive et maintenant pour nous le domaine de l'homosexualité c'est même plus une question. Enfin les gens qui sont homophobes dans notre génération là c'est clairement c'est des minorités, c'est quasiment personne en fait. C'est des minorités. Bah, ça existe mais encore. Ça existe. Il y a encore quand même. Bah, bien sûr, de toute façon il y aura toujours comme il y a encore des racistes aujourd'hui, comme je veux dire il y aura comme il y a encore je vais très loin mais même aujourd'hui il y a encore des gens qui sont néo-nazis, enfin je veux dire Ah bah ça de toute façon voilà. Entre guillemets il y a de tout dans le monde C'est hein, ça, de toute façon voilà. hein. On est 7 milliards de personnes, Clairement. faut bien qu'il y en ait hein. Mais- Enfin faut. Non. Bah non, il faut pas, mais il y en a il y en quoi. aura dans tous les cas. Mais l'idée c'est quand même que ça s'améliore, je trouve. C'est ça. Franchement, les nouvelles générations, elles ont des mentalités quand même qui évoluent vachement, qui font évoluer quand même beaucoup la société. Donc c'est pour ça on dit allez voter, allez machin. Parce que franchement, on a de l'importance. On s'en rend pas compte. Genre à la télé, on nous donne pas. Genre par exemple, pendant la crise du Covid, les Clairement. étudiants étaient complètement laissés de côté. Mais les gars, on a de l'importance quoi. On a le pouvoir de décider et on a le pouvoir de faire évoluer la société. Donc je pense qu'il faut vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment en prendre conscience quoi. Et tu vois, c'était la dernière fois, je regardais
Comment ça s'appelle, le film de Nekfeu sur son album, je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu. Honnêtement, Nekfeu, c'est pas. Non mais en vrai j'écoute pas, enfin j'écoute et ses musiques en mode parce que c'est un peu commercial, tu vois, genre tout le monde écoute ça. Tout le monde en parle, quoi. Voilà. Donc, Mais tu vois, à un moment donné, il dit dans sa chanson force à mes LGBT, alors je sais plus s'il dit LGBTQ+, ou ouais, il y a trop de bon, lettres. bref, là, LGBT. clairement, Et ben, tu vois, je me suis dit waouh, maintenant même les rappeurs qui quand même avant de base étaient, on va pas se le cacher, un milieu très sexiste, un milieu très homophobe, voilà, c'est genre wesh wesh et compagnie. Même ça évolue, tu vois. Donc franchement, c'est super, super cool. C'est ça. Donc voilà, on s'est un petit peu égaré, mais tout ça pour dire que... En même temps, c'est un sujet, on peut en parler. C'est hyper intéressant, hein, clairement. Il y a tellement de choses à dire, quoi. Puis en plus, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir parce que tu m'avais parlé du livre, là, peut-être qu'un jour tu le présenteras. Tu sais, La Voix d'Achille, ou c'était pas... Le Chant d'Achille. Le Chant d'Achille. Le Chant d'Achille, là, ouais, sur une histoire petit homosexuelle. retelling de mythes grecs, voilà. Ouais. Sur Achille et Patroclus. Alors, en français, c'est Patrocle. Et oui, c'est ça. Parce qu'il y a, vous savez, les noms en latin. Non, de l'anglais au français, ça ouais. change. Voilà. Donc, ouais, peut-être que je le présenterai celui-là, parce qu'il est quand même très très bien. Bah, tu m'en avais parlé, il avait l'air pas mal. Moi, je vous présenterai Circé, qui est du coup la même autrice, mais du coup, c'est un autre roman. C'est de Madeleine Miller. Déjà, vous voulez aller vous renseigner. Et ces livres sont géniaux. Voilà, elle revisite des mythes de la mythologie grecque. Il me semble que c'est une ancienne enseignante justement de la mythologie à l'université. Je crois que j'avais lu ça justement dans le début du livre, là, quand il présente les auteurs. Et elle s'était dit oh là là, mais personne ne connaît la mythologie, c'est très méconnu, je vais le rendre accessible et ludique. Je sais pas si tu as vu le dernier film Marvel, Les Éternels. Non, pas du tout, je regarde pas. Et les personnages des Éternels, du coup, c'est très basé sur la mythologie grecque. Ouais. Il y a un personnage qui s'appelle Théna et qui fait clairement référence à Athéna, de la guerre. Ok, d'accord, voilà. je vois. Et il y a un personnage qui s'appelle Cersei, elle s'appelle. Ah, c'est Circé là. Et c'est clairement, elle a le pouvoir de changer la matière entre guillemets. Et ça fait un peu référence à la Circé qui utilise les plantes et tout. Donc voilà. Donc il y a clairement beaucoup de références à la mythologie grecque. Il y a encore un autre personnage qui fait référence à Icare, non ? Ouais, Icare, parce que le personnage dans Les Éternels, il s'appelle Icaris. D'accord. Et il peut voler. Ok, voilà. ouais, c'est vraiment grave inspiré. Si vous y connaissez en mythologie grecque, vous allez voir toutes les références dans le film. Mais c'est grave satisfaisant d'avoir les refs. C'est ça, j'étais là pendant le film, j'étais là en mode je comprends tout. Je comprends. Et du coup, je vais terminer avec le dernier point dont elle parle, pardon, c'est l'idée de l'injonction à la beauté chez la femme, avec le titre qui s'appelle Sois belle et tais-toi. Bon voilà quoi, le titre parle de lui-même, que la femme doit constamment être belle, doit être jeune, alors que même si elle a 60 ans, il faut qu'elle en paraisse 20. Voilà, toujours cette obsession du physique de la femme qu'on impose, alors que l'homme, par exemple, quand l'homme vieillit, on dit qu'il bonnit avec l'âge, alors qu'une femme, on va dire, oh, elle a mal vieilli, celle-là. Enfin, c'est vraiment... C'est ça, ouais. C'est très dur, en fait. La femme est omnibulée et obsédée par son physique parce qu'on a l'impression qu'elle ne peut s'accomplir qu'à travers ça. L'intelligence, c'est pas trop ce qu'on recherche chez une femme, c'est toujours, premièrement, est-ce qu'elle est belle ? Donc voilà, ils parlent de ça et franchement c'est hyper complet, ils abordent tout. Ça se lit, je l'ai lu en 1 heure clairement. C'est une BD, c'est des images, c'est assez aéré. Ça a l'air très entre guillemets ludique. Tu vois, c'est hyper aéré. Il y a beaucoup d'illustrations, tu vois. Genre une page, ça se lit en 2 secondes. Genre, oui, c'est ça. C'est méga aéré et les dessins sont très bien faits. C'est qui a illustré? C'est écrit ou pas? Oui, forcément, je pense. C'est Et c'est jamais écrit là où on veut, évidemment. C'est clair. Mais ouais. Je sais pas. Vous regarderez. Ça doit être écrit sûrement à la fin. Ouais, non, là, ça prendrait trop de temps à regarder. Mais en gros, c'est super beau. C'est très coloré. Et non, franchement, c'est super sympa à regarder. Et même, c'est sympa, je pense, pour les jeunes filles. Si, je sais pas, vous avez un cadeau à offrir à votre cousine qui est au collège ou quoi, je trouve ça super bien de faire comprendre aux filles dès leur adolescence. Non, genre, il y a des choses où tu as le droit de dire non, il y a des choses où c'est pas normal et tu as le droit de te révolter. Ouais, franchement, c'est un livre qui est quand même très éducatif. Voilà. Que ce soit pour les filles ou les hommes. Hein, c'est ça. Et moi, je trouve ça bien parce que ça permet, des fois, c'est tellement normalisé
surtout quand on est jeune, on a l'impression du coup qu'on n'a pas le droit de dire quelque chose parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Et en fait, je pense qu'offrir ça aux petites filles, bah, justement, ça permet de leur dire non, c'est pas gravé dans le marbre, t'as le droit de dire ce que tu penses et c'est pas juste. Donc je pense que idée cadeau pour des jeunes filles, surtout que c'est bientôt Noël. C'est quand même un très bel ouvrage. Ah, déjà. il est super beau. Hein. La première de couverture, c'est holographique. Non, franchement, il est canon. Ouais. Dans une bibliothèque, elle sera trop fière. C'est ça. Donc voilà, c'était mon deuxième ouvrage. Et bah moi je vais enchaîner du coup. On part encore une fois sur quelque chose de totalement différent puisqu'on est reparti dans de la science-fiction. J'allais dire fantasy parce que la couverture me fait beaucoup penser à de la fantasy. Et la couverture est trop belle, c'est vraiment trop dommage. J'adore les livres qui ont des super couvertures. Voilà, genre c'est j'adore. très très beau. Donc c'est Nos passés imparfaits de Danielle Rollins, encore une autrice américaine, mais le livre est traduit chez Michel Lafon. Donc vous pouvez le retrouver en format broché, donc en grand format, et en format poche. Il est sorti récemment, les 2 tomes. C'est une trilogie, mais j'attends encore la traduction du tome 3. L'histoire de Roman, c'est toujours ça, toi. Attends, les traductions, c'est ta vie. En fait, je pourrais lire en anglais, tu vois. Je lis beaucoup en anglais. Mais là, j'ai commencé à lire en français. On va terminer en français. Oui, c'est clair. Ça fait bizarre après. Alors, on est sur Dorothy. J'adore le prénom. Dorothy. C'est trop mignon. Qui vit alors j'ai plus l'année exacte, au début du XXe siècle. Et elle est un mariage forcé. Voilà, en gros, c'est début du XXe siècle. Il faut remettre dans son contexte. C'est vrai qu'après le livre que j'ai présenté, ça fait mal à entendre. Voilà. Sauf qu'elle arrive à s'échapper entre guillemets, de l'église. Et elle se retrouve dans une forêt, voilà, en mode qu'est-ce que je fais maintenant ? Ma mère va me tuer, elle va me ramener à l'hôtel, quoi. Genre, c'est obligé. Et là, il y a un vaisseau très étrange qui atterrit dans la forêt où elle est. Un vaisseau. Au début du XXe siècle, un vaisseau. Tout est logique. Est-ce que c'est avant la Première Guerre mondiale, hein, je tiens à le préciser. C'est un petit peu anachronique quand même. Voilà. Et donc en sort un personnage du nom de H. Heureusement qu'il y a le résumé parce que moi et les prénoms quand même c'est quelque chose. Oui. Moi aussi je le mets tout le temps. Voilà. Et H, lui, il vient de l'année 2030 il me semble. C'est ça. 2070, un truc comme ça. Dans les années voilà, un peu plus lointain quoi. Plus lointain que nous mais pas si lointain. Pas si loin quand même. C'est peut-être nous en fait. C'est peut-être nous. Et donc ils discutent. Et le mec il dit bon allez je vais la laisser celle-là avec sa robe de mariée chelou qui gambade. Mais elle se pose pas de questions genre c'est quoi ce vaisseau elle est super curieuse. En fait le truc c'est que elle a 2 options. Soit elle continue de marcher et on la retrouve et on la rebalance là-bas. Soit elle s'échappe avec ce mystérieux H, voyageur du temps. Sachant que quand ils discutent vraiment 30 secondes dans la forêt et à aucun moment elle se doute que c'est un voyageur du temps. Quoi. Ah oui, d'accord. Oui. Genre elle voit juste un vaisseau, elle se dit oh purée l'aviation en ce moment quand même. Ça, les inventions, ça il part pas de temps. Hein. Enfin, elle a quand même un esprit très cartésien. Oui. Voilà ouais, quoi. Elle est rationnelle, c'est normal. Et donc elle monte en mode clandestine dans le vaisseau. H ne sait pas qu'elle est montée dans le vaisseau et tout. Ah d'accord. Et donc H, dans le plus grand des calmes, revient dans les années 2030, 30-70, je sais plus. Je crois que c'est 2070 honnêtement. Et bah du coup Dorothy se retrouve... imaginez, elle vient de avant la Première Guerre mondiale, qui est quand même très loin déjà de nous, et elle se retrouve des dizaines d'années après nous. Ouais, parce que quasiment 150 ans d'écart quoi. Et non, donc... 120 ans d'écart, ouais. Ouais, on va pas faire le calcul. On s'en fout. Et donc, bah, du coup, elle se retrouve dans le futur. Et Dorothy, c'est une fille qui est quand même très aventurière. Donc, elle est là en mode waouh, ou quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va suivre les aventures de H et son équipe de Voyageurs dans le temps, puisque c'est pas lui tout seul avec son petit vaisseau. Il y a quand même des gens derrière. Et le but dans l'histoire, le but du plot, c'est de retrouver le professeur, donc c'est celui qui a créé les machines dans le temps, qui 10 ans avant, là où H est, donc en 2060 à peu près, il est parti dans le temps avec la deuxième machine dans le temps qu'il avait. Il n'est jamais revenu. Et il n'est jamais revenu et on ne sait pas pourquoi. Sachant qu'il faut savoir que dans les années 2070 où ils sont, il y a une série de séismes qui détruit clairement les habitations et tout. Et donc la théorie c'est que le professeur est parti dans le passé pour essayer d'empêcher ça quoi. Comment empêcher des séismes, je ne sais pas, mais le gars est chaud. Le gars est déter. Voilà.
Et donc, ça va être toute une aventure. Voilà, c'est une trilogie. Moi, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais alors, ils te tiennent en haleine. C'est des livres très, très courts, très rapides à lire, qui font 400 pages. Ça a l'air assez aéré, ouais. C'est très aéré, c'est très rapide à lire. Donc, niveau format, c'est top. Du coup, c'est multiples points de vue. On a le point de vue de Dorothy. Oh, c'est trop bien ça. On a le point de vue de Ash. Et on a des extraits du journal du professeur. Donc ça alterne. Mais ça fait un peu escape game, un peu c'est enquête. C'est super sympa à lire. C'est vrai qu'il y a une enquête du coup parce que voilà, Dorothy elle va s'intégrer à l'équipe du coup et donc ils vont aller faire des voyages dans le temps et tout et genre c'est très j'adore. Et en parallèle t'as un gang dans les années 2070 qui cherchent à développer le voyage dans le temps parce que il y a la polémique de le professeur, il veut rien faire et tout pour empêcher parce que du coup il y a de la pauvreté qui se développe de ouf, il y en a qui se retrouvent sans habitation. Il y a carrément les États-Unis qui ont renié entre guillemets une partie de son territoire parce qu'il est complètement détruit par les séismes. Ah oui, quand même. Donc niveau sociétal et tout, c'est quand même très très grave ce qui se passe quoi. Donc on est dans de la science-fiction. Vraiment au début quand j'ai vu la couverture je croyais vraiment tomber sur un truc de fantasy et je l'ai lu j'ai fait mais c'est totalement c'est vrai que oui quand tu montes il y a des arbres et tout ça fait un peu monde fantastique. Je vous laisserai aller voir la couverture mais ça fait absolument pas penser à la ça fait un peu Narnia moi ça m'a fait penser un peu tu vois c'est vrai by Narnia un peu clairement voilà. Et voilà, franchement, j'ai adoré ce livre. J'attends le tome 3, mais avec une telle impatience. L'évolution des personnages, franchement, l'évolution de Dorothy, entre le tome 1 et le tome 2, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que j'ai pris un espèce d'accent. Un truc de dingue. Un truc de dingue, moi je le dis. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'on passe vraiment Dorothy qui se cherche, qui est... Voilà. Je reviens un peu sur ta BD féministe où voilà, au début du XXe siècle, la situation de la femme est quand même très différente du XXIe siècle. Donc elle se cherche forcément et à la fin du tome 1, mais tu trouves c'est une nouvelle Dorothy quoi. Pour vous dire, bad bitch indépendante. Mais vraiment, mais c'est ça, mais c'est incroyable. Autant le développement, je mettrai un bémol parce que depuis tout à l'heure, on est quand même très positive et tout, le livre est génial. Point négatif, je trouve quand même que le développement de H c'est pas si incroyable que ça. Ah ouais. Il reste le même tout le long, il n'y a pas de... j'ai pas trouvé... Je pense vraiment que dans le tome 3, il va se révéler beaucoup. Mais là, ça fait quand même 2 livres où j'en attends beaucoup plus de ce personnage. J'ai pas encore ce que je veux, tu vois. Ouais. Genre, il t'a pas surpris, quoi. Voilà. Il m'a surpris dans sa non-surprise. Genre, je pensais vraiment qu'on allait avoir un perso qui allait changer et tout. Mais non, en fait. Et du coup, j'attends beaucoup de ce tome 3 au niveau du personnage de H. Autant Dorothy, je suis en amour. Clairement, elle est incroyable. Elle est super inspirante et tout. Et autant H, je l'aimais beaucoup dans le tome 1. Un peu mou, le gars, quoi. Je l'aimais beaucoup dans le tome 1 parce que je me suis dit que justement dans le tome 2, ça allait faire comme Dorothy. Et en fait, pas vraiment, quoi. Quoique, il y a eu une petite... Je vais pas vous spoiler. Mais il y a eu un petit truc, mais c'est pas suffisant quoi, on veut plus. Donc, voilà, donc j'attends la traduction s'il vous plaît Michel Lafon si vous passez par là. C'est qui serait encore une fois le moment très peu probable mais bon. On vient de regarder la timeline avec Roman, on est à 1h pile. Non mais on est les queens de la... Les queens du timing. Les queens du timing. Donc on espère que ça vous a plu. J'ai kiffé là, parce qu'on est grave parti dans des débats. Ouais, c'était hyper intéressant. Franchement, ta BD me tente vraiment beaucoup. Écoute, je peux te la autant prêter. Tout le bleu du ciel a l'air très bien, mais mentalement, je suis pas prête. Ouais. Mais autant la BD... Les petits échanges à la fin, t'inquiète. Elle me tente bien. En plus, elle se lit en 1 heure, elle est vraiment bien. Elle est pas si... Enfin, elle est quand même un peu chère, 18,90€. C'est une BD. Hein. C'est une BD assez grosse quand même. Les BD c'est forcément plus cher, hein. C'est plus gros, c'est pas la même matière, c'est en dur et puis bon je m'y connais pas mais je suppose que l'impression et tout ça aussi, il y a les couleurs et le travail d'illustrateur forcément. Bref, donc en plus j'ai trouvé que on n'a pas fait exprès mais ça se répondait, tu vois, genre toi là ça allait sur un truc féministe. Non mais personnellement, on a kiffé l'émission. Dites-nous si vous avez bien aimé. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve dans 3 semaines. Exactement. Pour un prochain épisode. Et puis, en espérant que ça vous plaise. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Salut.